Bon, ceci étant dit, pour retrouver les premiers écrits qui commencent à rendre compte des formes d'organisation du monde social, il faut remonter 2500 ans en arrière, à peu près. Donc bon, vous vous y attendez peut-être, en remontant 2500 ans en arrière, nous nous trouvons en Grèce antique, avec notamment Platon, qui dans son ouvrage intitulé La République a déjà commencé à étudier comment les humains vivent en société. Il commence d'ailleurs à étudier la division du travail et l'interdépendance que celle-ci crée entre les individus qui vivent dans une même communauté. Une question qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Après, ça reste difficile de voir vraiment de la sociologie là-dedans parce qu'en fait, ce que fait Platon, c'est de proposer un modèle de société qui serait parfait. Et c'est en fait exactement l'inverse de ce que fait le sociologue qui ne donne aucun conseil, qui ne fait qu'observer la société telle qu'elle est réellement. Alors que Platon fait plutôt des conseils de la société telle qu'elle devrait être. Bon, et après, l'un des plus grands philosophes qui a réfléchi à la question, c'est l'un des élèves de Platon, que vous connaissez sûrement, Aristote. Alors oui, je sais que Aristote a la réputation d'être un peu un manche quand il vient à parler des règles de la nature, mais c'était plutôt un génie quand il en arrivait à parler des organisations humaines, sociales et politiques de façon générale. Par exemple, il va rompre avec Platon qui essayait de définir le meilleur modèle de société qu'il faudrait amener à créer, en disant que de toute façon on ne peut pas créer une société puisque la société précède nécessairement l'homme. Il dit que la société est nécessairement antérieure aux individus puisque chacun isolément ne peut se suffire à lui-même. Et c'est à partir de là qu'il va définir l'homme comme un animal politique. J'attire votre attention sur le fait qu'étymologiquement, le mot politique, ça vient du mot grec polis qui signifie la cité-état. On étudie donc l'organisation sociale à l'échelle d'une ville. Et déjà à l'époque, il pointe du doigt les problèmes qui pourraient survenir à une société qui laisserait croître trop d'inégalités et qui serait alors vouée à une instabilité chronique. Il fait d'ailleurs une typologie des différents régimes politiques possibles, à savoir monarchie, aristocratie, démocratie, et leurs dérives éventuelles en cas d'instabilité chronique, à savoir tyrannie, oligarchie ou démagogie. Pas si à côté de la plaque que ça, le père Aristote. Après, on va faire un petit saut dans le temps, je vais pas énumérer tous les travaux qui auraient pu servir de base à la sociologie, parce que bon, sinon ce serait un petit peu long et fastidieux. Le plus souvent, ça va être des travaux de philosophie, plus précisément de philosophie politique. Je ne vais pas vous en citer 42, pour faire vite, on va avoir le Léviathan de Hobbes en 1651, ou le Contrat social de Rousseau en 1762. On n'a pas encore vraiment de grand ouvrage philosophique qui nous parle de la société, de comment l'homme évolue en société, de comment se font les interactions sociales. Voilà, c'est plutôt comment s'organise l'activité politique de façon générale. Et on arrive au 19e siècle, c'est là qu'il y a des choses un petit peu qui commencent à se passer en termes d'analyse sociologique. On a de plus en plus envie de savoir comment évoluent les hommes en société, et c'est grandement lié à l'apparition de la question sociale. Mais qui n'est d'abord pas pris en compte par les scientifiques. Oui, alors le problème n'est pas pris en compte par les scientifiques, mais je vous rappelle qu'on a une époque où la sociologie n'existe pas en tant que science institutionnalisée. Et on est surtout à une époque, le 19e siècle, qui a vu la naissance de ce qu'on a appelé les intellectuels. Alors les intellectuels, ils sont à la fois philosophes, mathématiciens, philologues, il n'y a pas encore vraiment de cloisonnement entre les différentes disciplines. Et du coup, les premiers qui vont faire des travaux réellement représentatifs et explicatifs de comment se déploie l'activité humaine, paradoxalement, ça va être des artistes et plus spécifiquement des romanciers. Le sociologue, comme l'artiste, s'intéresse à des problèmes qui lui sont contemporains. Et il n'est donc pas étonnant que l'on voit apparaître d'abord chez les romanciers des questionnements sur leur société en pleine mutation. On voit par exemple qu'au XIXe siècle, l'essor de la misère ouvrière suscite de nombreuses réactions, et notamment sur le plan littéraire. Les Misérables de Victor Hugo, qui paraît en 1862, se déroule sous la restauration de la monarchie de Juillet à des moments où la question sociale apparaît avec force. L'ambition de Balzac, par exemple, à travers le projet de la comédie humaine, dans laquelle il se considère lui-même comme le secrétaire de la société contemporaine, est de décrire les espèces sociales avec une méthode presque scientifique, semblable à la façon dont on recensait les espèces naturelles. Et le projet le plus clair dans ce sens, c'est sans doute l'œuvre complète d'Émile Zola, qui, par sa série de romans Les Rougon-Macquart, s'assigne comme projet de décrire les mœurs de ses contemporains. Oui, d'ailleurs je précise qu'on dit tout le temps Les Rougon-Macquart pour faire plus court, et que le titre originel de l'œuvre d'Émile Zola, c'est Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Ça te place déjà un peu mieux l'ambition du gars, quoi. Bien sûr, il s'agit là d'œuvres de fiction,
Mais Zola est notamment connu pour les kilomètres de notes qu'il prenait et les renseignements très minutieux qu'il engrangeait avant d'écrire afin de coller au réel de la façon la plus satisfaisante possible. Il est d'ailleurs le chef de file du mouvement littéraire des naturalistes, qui est originellement un terme scientifique et qui signifie qu'il essaie, par la fiction, de s'approcher le plus possible d'une méthode scientifique de description du réel. Et c'est également à cette période, à la fin du 19e siècle, que la sociologie commence à s'institutionnaliser sur le plan scientifique. Et ça nous permet de comprendre pourquoi on a encore parfois aujourd'hui du mal à considérer la sociologie comme une véritable science. Parce qu'elle est issue de ce qu'on a appelé la troisième culture et qui se fraye péniblement un chemin entre la littérature d'un côté et la science de l'autre. Le terme de sociologie va apparaître pour la première fois au milieu du 19e siècle par le scientifique Auguste Comte, qui est un positiviste. Alors très rapidement, les positivistes, c'est ceux qui pensent que la sociologie ou les sciences humaines de façon générale peuvent acquérir le même degré de scientificité que les sciences dures, et qu'à terme, elles pourront montrer le vrai avec autant de certitude que la physique ou les mathématiques. Mais une chose qui me semble très importante, c'est que l'intronisation de la sociologie sur le plan universitaire n'a pas pu se faire sans une cassure très nette d'avec ses racines littéraires. Donc on avait d'un côté la littérature et de l'autre la sociologie. Et cela a eu aussi un impact très important sur la littérature elle-même. Comme je l'ai dit, au cours du XIXe siècle, les romanciers se sont assez largement fait les analystes du monde social. Mais une fois la sociologie créée, cette analyse dépendait maintenant des scientifiques et plus des artistes. Les artistes se sont donc trouvés dépourvus de cette analyse-là. On peut faire exactement le même parallèle avec le monde de la peinture. Pendant des années, les peintres ont été les seuls capables de rendre compte du monde réel, et on essayait de peindre le réel avec le plus de réalisme possible. Par exemple, quand un riche voulait se faire tirer le portrait, il se faisait peindre par un peintre, il payait ça fort cher, mais ça lui permettait d'avoir une représentation de lui qu'il pouvait accrocher partout où il voulait. Une fois le développement de la photographie, les gens ont maintenant pu se faire photographier et il n'était plus nécessaire d'avoir un peintre pour rendre compte du réel. Petit à petit, les peintres ont donc pu se détacher de l'obligation, enfin obligation entre guillemets, de représenter le réel, et ça a permis aussi de faire naître de nouveaux courants comme l'abstraction. C'est donc au début du XXe siècle qu'on a pu voir de plus en plus de détachement des romanciers vis-à-vis de la réalité, avec l'avènement du nouveau roman et puis assez rapidement des surréalistes. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est l'avènement de la sociologie uniquement qui a créé la révolution des courants artistiques. Évidemment pas, puisque de toute façon, ce sont des modes de pensée et des évolutions beaucoup plus globales qui se passent dans tous les arts de façon générale et pas uniquement en littérature. Mais il est quand même intéressant de voir que l'avènement de la sociologie est sûrement l'un des éléments qui a permis l'avènement de ces nouveaux courants littéraires. Voilà, mais maintenant qu'on a dit tout ça, je vais en arriver à ce que je veux vraiment vous dire dans cet épisode d'introduction. Déjà, je vais commencer par nuancer mon propos en disant que ce n'est pas parce qu'une œuvre n'est pas réaliste qu'elle ne parle pas quand même de réalité sociale. À toutes les époques, les artistes ont toujours parlé à travers leurs œuvres de la société qui leur était contemporaine. Que ces œuvres soient réalistes ou non, on pouvait toujours en déduire un message ou un propos sur la société. Et ce n'est pas parce que l'avènement de la sociologie aurait permis une certaine déconnexion entre les mondes de l'art et les réalités sociales qu'il faut les maintenir déconnectés. Parce que c'est justement ce que je me propose de faire à travers cette émission, analyser des œuvres fictionnelles et voir ce que ces œuvres peuvent nous dire sur la société contemporaine. Voilà, donc j'ai pas encore vraiment parlé d'œuvres de fiction ici parce que c'est vraiment là un épisode d'introduction où j'essaie de vous montrer un petit peu ce que c'est que mon projet. Mais il y a le deuxième épisode de Sociologie qui va bientôt arriver où nous parlerons de Matrix. Donc je vous invite grandement à vous abonner à la chaîne si ça vous a intéressé et que vous voulez suivre un petit peu les nouvelles publications. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine et qu'Aristote veille sur votre politeia. Allez, ciao! Oui, je voulais juste rajouter que pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, je vais mettre plein de liens dans la description que je vous invite à cliquer, c'est que des trucs vachement intéressants. Et puis je me suis aperçu que j'avais aussi pas répondu à la question, donc allons-y. Évidemment qu'il faut une barbe, je veux dire, ça me semble quand même évident.